Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Le vendredi, vous savez, c'est le jour des grands rendez-vous. Alors le premier est celui de l'entretien. Vous allez découvrir une personnalité et à travers elle, surtout une activité qui est fortement méconnue du grand public, mais particulièrement connue de l'ensemble des acteurs du web. Mon invité est à la tête de la filiale française d'un groupe qui gère en fait la distribution des contenus sur la toile. Si vous voulez comprendre comment ce trafic est géré sur Internet, comment un contenu, une vidéo par exemple, que vous voulez regarder finit par arriver par chez vous, eh bien, elle passe par une moulinette de nombreuses technologies qui fait que l'ensemble de l'expérience client, j'allais dire, est totalement fluide et rapide. Alors, on va pénétrer dans les entrailles de cet Internet. Donc, avec mon invité, on va en comprendre donc la gestion du trafic. On va voir aussi quels sont les nouveaux enjeux. On va parler pollution, on va parler cybersécurité sur la toile. Ce sera donc la grande interview trafic de Jérôme Renou, vice-président France chez Akamai Technologies. Et puis Smart Tech se refermera sur son grand rendez-vous espace qui est dédié cette semaine à Mars et ses défis technologiques et bénéfices économiques. Mais donc tout de suite, place à l'interview trafic. Je suis donc en compagnie de Jérôme Renou, qui est le vice-président de la filiale française d'Akamai. Akamai, donc je disais inconnu du grand public, mais évidemment incontournable parmi les acteurs du web. Vous avez cette fonction qu'on appelle CDN. Vous êtes en fait un délivreur. Je ne sais pas si c'est tout à fait français, mais en tout cas, vous délivrez les contenus des grands fournisseurs de contenus numériques de manière aussi optimisée et intelligente que possible à travers le monde. Akamai, il faut quand même préciser que ça a été créé en 2007, ce n'est pas une activité récente et c'est né d'un projet de fin d'études du MIT, c'est un défi de Tim Berners-Lee qui est donc le père du web, du World Wide Web. Exactement, donc tout a commencé par un défi qui consistait à contourner les problèmes de congestion que l'Internet avait déjà à cette époque par des algorithmes. Donc ce défi a été donné à des étudiants. Parce que si on se resitue en 2007, il se passe quoi? On est à la période du grand téléchargement de films, avant l'arrivée des abonnements. Alors oui, c'est frémissant encore en 2007. Pour 2007, ça commence. Akamai, en fait, a été fondé en 1998, donc avant les années 2000. Donc ce projet de fin d'études du MIT était avant les années 2000. En 2007, on était déjà à un moment où la vidéo faisait son apparition. Le streaming était un mouvement assez important. Et on avait déjà ces problèmes d'acheminement du trafic, de congestion du trafic. Énormément d'acteurs qui souhaitaient se lancer sur le marché avec des contenus riches, des contenus intéressants. Et le défi de les mettre à disposition des utilisateurs. Avec aussi un volume de données qui commençait à arriver depuis le mobile. Alors effectivement, le mobile est arrivé un petit peu après. Ça a commencé à devenir significatif en 2008 avec l'apparition de l'iPhone et puis de tous les smartphones qui rivalisaient très bien avec l'iPhone. Donc effectivement, la vidéo, l'audio sur Internet s'est démocratisé. Oui. Et là, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions technologiques pour qu'en fait, quand je demande un contenu, il arrive tout de suite, partout dans le monde dans l'idéal, auprès de milliers, peut-être plus de millions d'utilisateurs en même temps. Et donc, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire intervenir comme technologie? Alors effectivement, le défi, c'est de donner accès à un contenu de manière accélérée et sécurisée à un instant donné. Souvent un contenu qui va faire le buzz, par exemple, donc qui va être demandé par énormément d'utilisateurs au même instant. Donc il est très difficile pour les gens qui détiennent... Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir en avance. Vous ne pouvez pas prédire quel va être le trafic sur un contenu. Effectivement. Et c'est tout le challenge, c'est tout le défi que relèvent nos clients, c'est de se dire on va mettre un contenu à disposition sur le marché qui va devenir populaire ou non à un instant T ou non. Et on va devoir le rendre disponible avec une qualité de service, une expérience utilisateur qui va être optimale sur tous les points du globe et à tous les moments. Même si effectivement tout le monde va peut-être requêter ce contenu au même moment. Qu'est-ce qui se passe sur ces autoroutes de l'information, comme on disait à l'époque, mais finalement c'est ça, c'est vraiment de la gestion de trafic sur une autoroute gigantesque. C'est exactement ça. Et le rôle d'Akamai aujourd'hui, c'est de diffuser, d'accélérer et de sécuriser l'expérience digitale de nos clients, quelle que soit cette expérience. Alors, il y a une moulinette, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Alors, dans cette moulinette, en fait, on a surtout une plateforme qui est une plateforme cloud, donc massivement distribuée sur Internet, qui est très répartie,
C'est 350 000 serveurs répartis sur le globe, sur 4 200 points physiques, donc chez des opérateurs, au cœur du réseau des opérateurs. 350 000 serveurs à Kamaï, parce que vous n'êtes pas le seul fournisseur de CDN. Exactement, nous avons une concurrence tout à fait honorable sur le marché. Nous sommes aujourd'hui leader dans ce domaine pour la diffusion de contenu. Et aujourd'hui, on va effectivement bien plus loin en apportant de l'intelligence. On permet à nos clients aussi d'exécuter de l'intelligence en bordure de l'Internet. Donc ça va nettement plus loin que la diffusion pure de contenu. Mais ce contenu est bien souvent accompagné de programmes qui doivent tourner en bordure de l'Internet. Et c'est quoi comme optimisation qui peut être réalisée? Alors, quelle est cette... vous avez employé le terme, quand on a préparé l'émission, de machine à laver. Alors, la machine à laver, elle va surtout intervenir pour la sécurisation du contenu. Aujourd'hui, l'un des gros enjeux de la diffusion de contenu, c'est de sécuriser ce contenu. On ne met pas à disposition du contenu sur Internet s'il n'est pas entièrement sécurisé. Pour tout un tas de raisons, parce que déjà les ayants droit le souhaitent, notamment pour la vidéo. Et pour donc sécuriser, c'est-à-dire protéger du piratage illégal, c'est ça? Effectivement, protéger le contenu, que ce soit une vidéo ou un contenu audio, du piratage illégal. Donc un pirate, lui, va essayer de détourner ce contenu pour le monétiser ou pour simplement le mettre à disposition. Ce qui est évidemment nuisible à toute la chaîne de valeur, à toute la chaîne de distribution des contenus. Et dans les attaques, ce qui est certainement le plus nuisible aujourd'hui, c'est l'attaque des comptes. Alors le compte, c'est ce que vous et moi, on a pour accéder à notre banque, à notre compte d'électricité, à notre compte d'une compagnie aérienne, etc. etc. Et ça, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de piratage sur les login passwords que l'on utilise, qui bien souvent sont les mêmes que l'on va utiliser sur d'autres sites. Alors là, en quoi vous intervenez sur ce sujet, puisque vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur de contenu et le consommateur, donc les internautes du monde entier. Votre job, c'est de vous occuper du trafic, mais des contenus finalement, pas forcément des accès à nos comptes. Alors, pas uniquement. Nous, on gère en fait l'acheminement des contenus, mais aussi leur sécurisation. Donc, on s'assure que les télétravailleurs, par exemple, vont pouvoir accéder à Internet par des passerelles qui sont sécurisées. On s'assure que les bots, c'est-à-dire les machines un petit peu agressives, méchantes, qui vont essayer de vous voler votre login ou votre password, on va les bloquer. On va comprendre quel est leur comportement, on va l'interpréter et on va être capable de les bloquer. On va s'assurer que la page sur laquelle vous êtes en train de surfer ne comporte pas de script malicieux qui va pirater vos données, exploiter vos coordonnées bancaires, par exemple, et les utiliser... Donc ça fait partie vraiment des enjeux qui se sont renforcés sur ces dernières années avec le cybercrime qui est de plus en plus prégnant, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux usages qui se développent, le télétravail en l'occurrence depuis la crise sanitaire. Il y a aussi un autre paramètre de sécurité qui me semble intéressant d'évoquer avec vous, c'est votre propre sécurité de vos équipements, parce qu'un dysfonctionnement sur un fournisseur de CDN qui délivre les contenus du web, ça veut dire que le web n'y répond plus. Et c'est arrivé. On en a fait l'expérience encore récemment, au mois de juin. C'était l'un de vos concurrents, on va dire, un CDN américain, qui a eu un dysfonctionnement sur son réseau et on n'a pas pu accéder à des Netflix, aux infos sur le monde, par exemple. Enfin, à travers le monde, le web nous a semblé inaccessible d'un seul coup du jour au lendemain. Effectivement, et je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis de ces incidents. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce qui est important, c'est la manière dont on va réagir, c'est les mécanismes que l'on a mis en place pour rebondir, les mécanismes que nous, on met en place pour garantir à nos clients que ça n'arrivera pas. Et ça passe par de la redondance, tout simplement. Donc assurer une redondance, assurer des procédures. Et il y a beaucoup d'humains derrière. Il faut des gens qui mettent en place ces procédures, qui sachent les exécuter en temps réel lorsqu'on va rencontrer des difficultés. Il faut savoir que l'Internet, aujourd'hui, ça regorge d'incidents. Tous les jours, on a des liens sous-marins qui sont coupés, on a des serveurs qui tombent en panne, des milliers de serveurs qui tombent en panne, on a des opérateurs qui peuvent avoir des soucis à un instant T. Tout le monde a des soucis en permanence. Nous-mêmes, nous avons des soucis, mais on a cette faculté. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience, les internautes ne le voient pas tellement, ça. Non, effectivement, parce qu'il y a des machineries qui sont absolument colossales, qui tournent en tâche de fond et qui permettent d'assurer une redirection du trafic en temps réel,
qui permettent d'assurer de la redondance de serveurs. On a des serveurs qui tombent en panne tous les jours. On en a de rechanges qui sont déjà en fonctionnement au même instant. Ça veut dire que, selon vous, cette technologie qui est quand même pas toute jeune, Internet, est encore suffisamment robuste par rapport à l'évolution des usages ? Alors oui, et puis on a pu... les usages vont considérablement évoluer avec cette intelligence qui tourne en bordure de l'Internet, avec le monde de l'IoT qui est une vraie révolution les objets connectés, qui est en train de s'opérer. Je pense qu'on a déjà affaire à un Internet qui est très robuste aujourd'hui, qui sait faire face à des augmentations de trafic colossales. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple. Oui. On a pu servir jusqu'à 500 millions d'heures de vidéos. Donc c'est colossal. Et si on prend la Coupe d'Europe de football qui a eu lieu en juin-juillet, donc quasiment sur le même créneau, on était jusqu'à 3 fois plus de trafic, des pics de trafic 3 fois plus élevés pendant le foot que pendant les Jeux Olympiques. Et alors justement, parce que vous ne m'avez pas bien expliqué, je suis désolée Jérôme Renaud, mais comment fonctionne cette technologie au milieu ? Parce qu'au moment où je décide de regarder cette Coupe du Monde de foot que tout le monde veut regarder, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous faites envoyer autant de fois qu'il y a de requêtes le même contenu ? Alors oui et non. En fait, ce qui va se passer, c'est que les requêtes, les gens qui vont vouloir demander ce contenu vont arriver directement sur nos infrastructures plutôt que sur l'infrastructure de nos clients, qui n'est pas dimensionnée pour. Vos clients, c'est qui ? Alors, on n'a malheureusement pas le droit de citer le nom de la plupart de nos clients. Mais les types de clients sont les opérateurs ? Le type de clients, on a des clients opérateurs, mais on a surtout des diffuseurs de contenu, donc des gens qui vont avoir des vidéos, donc des grosses chaînes de télé, des gros broadcasters, des gens qui ont des droits sportifs, mais on a des clients dans tous les domaines. Là, on parle de l'activité média, mais on a des clients dans le domaine de l'automobile, dans les marchés publics, des ministères, des hôpitaux. Bref, on couvre aujourd'hui absolument tous les domaines. La vidéo, d'ailleurs, concerne absolument tous les domaines. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. On va en fait capter la totalité de ces premières demandes, de ces premières requêtes, de sorte qu'elles arrivent directement sur notre plateforme, qui est une plateforme très élastique, avec de la capacité qui est disponible très à la demande, en fonction du nombre de requêtes qui vont arriver. Et on va nous-mêmes servir ces contenus aux utilisateurs qui vont les demander. Et c'est un principe assez vertueux qui fait que... C'est comme un cache, en fait. Voilà, le principe du cache, c'est un système assez vertueux. C'est-à-dire que le premier internaute qui va requêter, qui va demander un contenu, on va aller le mettre en cache chez un opérateur télécom au plus proche de cet internaute. Et tous les autres internautes qui vont arriver derrière, on va leur servir de ce contenu de cette manière. Et donc, ils n'occuperont pas le réseau à chaque fois de l'opérateur. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est vraiment d'être en bordure, en périphérie de l'Internet, donc d'être très présent au plus proche des utilisateurs. D'où l'importance d'avoir 350 000 serveurs dans le monde. Voilà. Il faut quand même, juste pour prendre la mesure de ce qui se passe, vous gérez chaque jour un volume de trafic web qui atteint plus de 100 terabits par seconde. Effectivement, on est au-delà des 100 terabits. Alors ça parle pas forcément à tout le monde, mais en gros, ça représente un nombre d'utilisateurs simultanés qui est absolument colossal. Ça représente des milliards d'attaques également, oui. En permanence. On est en permanence sous attaque et on est en permanence en train de filtrer, réagir à ces attaques pour protéger nos clients. Alors là, on a notamment un graphe qui est issu du rapport de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui montre aussi comment est géré le trafic. Alors, je ne sais pas très bien, il faudra que je mette mes lunettes, celui qui est affiché. En tout cas, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était à propos du trafic entrant vers les 4 principaux opérateurs français au moment de l'interconnexion. Donc, en fait, c'est tout ce qui arrive sur notre sol, finalement. C'est passé de plus de 18 terabits seconde à fin 2019 à plus de 27 terabits seconde à fin 2020, une augmentation de plus de 50% en un an qui a été notée aussi par le régulateur, alors que d'ordinaire, c'est plutôt autour de 30%. Effectivement, globalement, on a une croissance d'année en année qui est autour de 30%. Le Covid a littéralement changé les choses, a redistribué aussi pas mal de cartes. On a eu une augmentation absolument colossale du trafic qui était de l'ordre de 30%, mais avec des pics qui pouvaient monter à 40, 50, 60% sur certains services. Alors bien évidemment, tout ce qui concerne l'éducation,
ce qui concerne le milieu médical, les hôpitaux, a été surchargé, très sollicité pendant le Covid, aux dépens de tous les voyagistes qui malheureusement avaient moins de trafic sur c'est évident, sur leur plateforme. Donc il y a eu un déport de tout ce trafic. Qu'est-ce que ça a engagé chez vous? Parce qu'on pose souvent la question aux opérateurs, comment vous avez pu absorber l'ensemble de ce trafic, mais finalement ils ne nous répondent pas souvent. C'est notamment grâce aux fournisseurs de CDN. Hein. Alors c'est grâce aux fournisseurs de CDN en s'appuyant sur les opérateurs. Nous, encore une fois, on est une plateforme cloud. Ça veut dire qu'on a énormément d'élasticité, on a énormément de capacité à la demande qui est disponible chez les opérateurs et on pioche chez les opérateurs en fonction de la demande de l'Internet. Alors, j'ai l'impression que le graphe qu'on a vu, ce n'était pas celui dont je vous parlais, c'était un autre qui est intéressant aussi relevé par l'ARCEP, c'est que 50% du trafic est issu de 4 fournisseurs de contenu et vous êtes dans le top 3. Alors en premier, on trouve évidemment Netflix, qui représente 20% quand même du trafic Internet. Ensuite, on a Google et Akamai. Et derrière, Facebook quand même. Énorme l'importance du réseau social. Effectivement, aujourd'hui, on estime représenter à peu près 30% du trafic web mondial. Alors, cela varie en fonction des services. Évidemment, les réseaux sociaux génèrent énormément de trafic, que ce soit pour des images, que ce soit pour du texte, que ce soit pour de la vidéo. Donc, c'est vraiment un super démultiplicateur, si vous voulez, de contenu. Et c'est par le phénomène des réseaux sociaux qu'on peut avoir ce phénomène de buzz, où d'un seul coup, un contenu, notamment vidéo, va pouvoir faire le buzz, va pouvoir être demandé des millions de fois dans une même journée, parce que c'est ce que tout le monde veut au même moment. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que l'intérêt d'un CDN ou d'intérêt d'une plateforme cloud, de l'élasticité, prend tout son sens. Alors, les réseaux sociaux ont forcément, c'est sûr, changé la donne pour votre travail, votre gestion du trafic. Il y a autre chose, c'est le mobile, qui a pris une ampleur phénoménale. Et alors là, est-ce que l'arrivée de cette 5G change aussi la donne? Est-ce que ça va faciliter pour vous le travail ou au contraire le rendre encore plus sous tension? Ça va le rendre sous tension, mais pour nous, c'est notre métier, donc bien évidemment, on est très heureux d'accueillir la 5G. En même temps, exactement, c'est un synonyme de croissance. C'est un cercle très vertueux. La 5G va démultiplier les usages. La 5G, c'est un accélérateur potentiel, notamment dans le domaine de l'IoT, on en parlait. Mais je pense que l'Internet vit encore une révolution. C'est d'ailleurs ce qui est très excitant avec l'industrie de l'Internet, c'est qu'on a vécu une révolution, on est en train d'en vivre une et on en a une nouvelle qui est déjà en train d'arriver. C'est l'IoT. L'IoT, globalement, pour schématiser, il y a encore des millions et des millions de périphériques que l'on va connecter, que l'on n'a pas encore suffisamment connecté à l'Internet. Et c'est en train de s'opérer, c'est en train de se faire. Et la 5G, c'est un formidable accélérateur de business, de transition. Tout ça est très réjouissant, tout ce qui se passe dans notre secteur. Mais il y a quand même des points noirs, et notamment ces questions qui reviennent de plus en plus régulièrement sur la pollution numérique. La pollution numérique, oui, effectivement, c'est un des points noirs. C'est quelque chose Est-ce que vous pouvez intervenir sur ce critère? Oui, bien sûr, on a un effort à faire. Tous les acteurs de la chaîne ont un effort à faire. Nous, on s'est fixé des objectifs très forts d'ici 2030, qui est de réduire considérablement l'émission des gaz à effet de serre. On veut le réduire jusqu'à 0. Et on a lancé tout un programme. Donc, on a littéralement recruté des gens, des équipes qui gèrent ces aspects chez nous. On a investi dans des fermes d'éoliennes. Donc, Akamai investit dans littéralement des champs d'éoliennes pour produire de l'électricité, produire de l'énergie. Et on s'entoure aujourd'hui de partenaires, de clients, de fournisseurs qui répondent aussi à certains critères pour nous aider, contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce que dans la chaîne des acteurs qui peuvent agir aujourd'hui sur cette question de la pollution du numérique face aux consommations que nous avons de contenu, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins au centre de la problématique ? Oui, je pense que les acteurs cotés, notamment en bourse et au Nasdaq, ont un rôle à jouer parce qu'on est tous dans le viseur de certains régulateurs, de certaines autorités. Donc on a un rôle à jouer important. Et vous le disiez tout à l'heure, on représente aujourd'hui à peu près 30% du trafic web mondial. Oui. À partir de là, on a un rôle important à jouer dans la transition écologique. Et alors un acteur comme Netflix, puisqu'il est numéro 1 finalement du trafic mondial, est-ce qu'il a besoin de votre intervention
pour nous délivrer ces contenus et est-ce qu'il doit aussi avoir besoin de vous pour travailler sur la réduction de son impact environnemental ou est-ce qu'il est totalement autonome? Alors, ce sont des accords assez confidentiels. Alors, je ne connais pas tout Netflix. Autant que j'en sache, ils ont leur propre infrastructure, tout simplement parce qu'ils ont atteint la taille critique suffisante pour avoir leur propre infrastructure. Je pense qu'ils font appel de toute manière aussi à tout un tas d'acteurs pour les aider, pour consolider, pour gérer le débordement, c'est-à-dire ce qu'eux ne sont pas capables de prévoir si quelque chose ferait le buzz. Par contre, je sais qu'ils sont très autonomes. Ils ont une plateforme qui est extrêmement robuste, ils ont énormément de compétences et une croissance qui est vertigineuse et très méritée d'ailleurs, parce que c'est un service tout à fait honorable et intéressant. Ça montre toute l'ampleur. Alors, j'avais une petite question, c'est le moment de l'interview express, on n'a plus beaucoup de temps, je voulais vraiment qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait sur ces autoroutes des médias numériques, mais je vous garde une petite question, c'est selon vous, quelle sera la prochaine révolution sur Internet, sur ces autoroutes de l'information et du loisir ? C'est bien évidemment l'IoT, à mon sens. C'est le fait que l'Internet est en train d'accéder absolument à tous les périphériques, même ceux qui ne sont pas vraiment destinés à être connectés aujourd'hui. Je pense qu'on en est vraiment au balbutiement. Ouais. On a vu apparaître des frigos et des micro-ondes connectés, etc. Les voitures vont être de plus en plus connectées. On en a un vrai besoin, ne serait-ce que pour le GPS automobile, ne serait-ce que pour... Et là, on va vraiment changer d'échelle. Effectivement, on va changer d'échelle. On va avoir besoin de cette intelligence dont on parle, qui est en bordure de l'Internet, pour pouvoir opérer plus vite les transitions. Et pour pouvoir rendre des services de plus importants aux consommateurs. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Jérôme Renou, vice-président France, Acama et Technologies. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler de l'exploration de la planète Mars. Et avec moi, j'ai Francis Rocard en charge des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur la planète Mars, dont le dernier, celui-ci, des nouvelles de Mars. Bienvenue sur le plateau, Francis Rocard. Et puis avec nous, pour parler également de l'exploration de la planète rouge, on a Michel Courtois, ancien directeur de l'ESTEC, du centre technique de l'ESA, entre autres, ancien directeur technique Alcatel Space également, et puis membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Vous êtes avec nous à distance. Bonjour et bienvenue sur Smart Space. Oui, bonjour. Alors, située à plus de 60 millions de kilomètres environ, la planète Mars est l'objet de tous les fantasmes aujourd'hui, des agences étatiques aux nouveaux acteurs privés. Tout le monde veut aller sur la planète Mars. Pourquoi maintenant, Francis Rocard ? Alors, d'abord, c'est pas vraiment maintenant, c'est une histoire qui a plus d'un demi-siècle. La logique, c'était d'abord de passer sur la Lune, donc il y a eu le programme Apollo, les Américains l'ont fait, et derrière, déjà il y a 50 ans, même 70 ans, Von Braun en 52 avait écrit The Mars Project, donc avait imaginé la suite, et donc simplement c'est la destination évidente. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, évidente pour envoyer des hommes. Et simplement, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, et ce sera beaucoup plus long que ce qui a été fait sur Apollo. Et d'où le fait que 50 ans plus tard, on est toujours dans cette préparation, avec maintenant un passage par la Lune qu'il faut expliquer. Oui, on va venir sur ce rôle central de la Lune dans la conquête de Mars. Michel Courtois, pourquoi c'est évident que si on doit aller conquérir une planète, ce sera Mars? Il n'y a pas beaucoup sur lesquels on peut se poser facilement. Hein. Vénus, les températures et les pressions sont inacceptables. Hein. Plusieurs centaines de degrés et puis une très forte pression atmosphérique. Et puis après ça, Mercure, c'est pas la peine. Hein. C'est beaucoup trop près du Soleil. Et puis si on va plus loin, après Saturne ou Jupiter, c'est des gazeuses. Donc peut-être des satellites de Jupiter ou de Saturne sont envisageables pour aller au moins poser des engins automatiques. Mais c'est encore beaucoup plus compliqué pour aller là-bas. Hein. Les voyages sont beaucoup plus durs. L'énergie solaire, il n'y en a pas. Peu. La plupart des sondes sont jusqu'à présent avec des alimentations nucléaires. Donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Déjà Mars, par rapport à la Lune, c'est déjà un très très grand saut, même au niveau automatique. Oui. Alors il y a des rovers qui parcourent la planète rouge aujourd'hui. Et demain, on parle d'envoyer des êtres humains. Est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce que c'est possible ? Probablement oui. En tous les cas,
Il n'y a pas de verrou immense. Il y a quand même des verrous, il y a quand même des difficultés Des défis technologiques. absolument majeurs. Notamment, le plus difficile, hein, c'est vraiment de se poser sur Mars et de redécoller de Mars avec un équipage de 4, 5 ou 6 personnes. Ce véhicule-là, il est très très difficile à faire, notamment parce qu'il va nécessiter très probablement de faire le plein sur Mars, d'ergol, de carburant de fusée. Et rien que de dire ça, c'est un monde en soi, parce que on ne sait pas si on va y arriver. Donc, on sait qu'il va falloir essayer d'exploiter l'eau dans le sous-sol. Il y en a sous forme de glace, mais c'est très froid, c'est compliqué, on ne connaît pas les quantités. Et puis, ça, c'est pour fabriquer... on casse la molécule d'eau, on fabrique de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais l'idée, c'est d'utiliser des moteurs méthane-oxygène. Donc, on va utiliser le CO2, casser la molécule de CO2, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, pour en fabriquer du méthane. D'ailleurs, c'est ce qui se fait à bord de Persévérance avec Moxie, qui l'a fait. Quelques grammes d'oxygène ont été fabriqués avec Moxie. Il faudra des tonnes d'oxygène. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et ça prendra plusieurs décennies. C'est pour ça que imaginer l'homme sur Mars à la surface de Mars, c'est probablement vers le milieu de ce siècle. Le milieu de ce siècle. Michel Courtois, vous êtes d'accord avec cette approximation de Francis Rocard? Vous pensez que c'est pas pour tout de suite? Je suis un peu optimiste. quand je vois les difficultés qu'on rencontre, même sur les sondes automatiques, c'est vrai que l'histoire du carburant, là, je crois qu'il y a actuellement sur Mars 2020 une espèce de prototype pour voir si la relation, la formule, je crois que c'est Sabatier, c'est une formule Sabatier, qui permet de faire avec du carburant sur place. C'est une manip qui devait être faite déjà il y a quelques temps, puis qui n'est faite que maintenant. Mais on est au stade tout à fait, enfin pas laboratoire, mais expérimental, pour voir si c'est faisable, comment. On n'est pas du tout dans une phase de production, parce que ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Donc on parle du défi de décoller depuis la planète Mars. Il y a, vous avez parlé de l'ergol, ça constitue le plus gros défi technologique, vous pensez, Michel Courtois? Il y a plusieurs, si vous regardez le bouquin là, de Francis, là, qui résume bien un peu toutes les difficultés, il y a d'abord la durée du voyage. Hein, alors on fait quelques manips avec Concordia, on fait quelques manips au sol pour voir un peu, mais enfin c'est quand même des simulations qui sont pas représentatives. La grosse difficulté, c'est que le voyage dure longtemps, et qu'en plus il faut revenir, et que tout ça, c'est dure entre 2 et 3 ans, grosso modo. Donc il faut une autonomie totale des individus, à la fois en cas de maladie, en cas de problème, en cas de difficultés techniques, il faut les nourrir, il faut trouver l'oxygène, il faut, sur place, il faut se poser, puis il faut certainement se ravitailler en eau, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. La Lune, on y va, et puis si on a un problème, vous avez vu Apollo 17, on revient relativement rapidement. Ouais. Là, c'est pas le cas, on est parti, on ne peut pas revenir. Ouais. Il faut 2 ans pour y aller? À peu près, oui, il y a plusieurs scénarios, donc enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Oui, a priori. Surtout, il faut attendre sur place. Si vous allez là-bas, il faut attendre sur place avant de redécoller. Donc ça, c'est vraiment... Sauf si un jour on arrive à avoir des propulsions nucléaires plus performantes, mais ça aussi, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas, ça a été arrêté il y a déjà quelques temps, des propulsions avec des nucléaires. Est-ce que l'homme est capable de faire un si grand voyage? Oh, je pense que oui. Le corps humain, j'entends. Le corps humain, il va y avoir 6 mois de gravité zéro pendant le voyage. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, je ne sais pas si Besmart TV voudra retransmettre le direct, mais il faudra attendre probablement 24 ou 48 heures que les astronautes qui sont posés sur Mars puissent simplement se mettre debout. Parce que passer 6 mois en apesanteur, on sait que on n'arrive pas à se lever immédiatement. Donc il va y avoir un délai de 1 ou 2 jours pour s'acclimater. Quand on voit rentrer les astronautes de l'ISS, par exemple, on voit ils ont quelques difficultés à se remettre en forme. Thomas Pesquet disait que rien que pour téléphoner, le poids de son bras il paraissait considérable. Donc voilà, et donc il y a un délai d'acclimatation qui typiquement 1 ou 2 jours. Et donc la microgravité, ça pose des problèmes de musculation, de perte musculaire, de perte osseuse. Il faut faire du sport. Et puis vous avez aussi le problème des radiations. Et oui. Et ça, le problème des radiations est un problème
incontournable. En fait, on sait que les doses de radiation vont être bien supérieures à ce que aux doses admises par les normes, notamment dans l'industrie nucléaire. Donc déjà, la NASA a rehaussé les niveaux. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir pendant le voyage. Mais ils feront mourront l'aller-retour, peut-être plus tard, quoi. mais ils auront peut-être des problèmes de santé dans les 10-20 ans qui viennent. Et donc il faudra... Éthiquement accepter ce sacrifice aussi. Voilà, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de normes, et puis il y a un problème de décharge. Je dirais, l'astronaute doit signer une décharge en disant je m'engage à ne pas faire un procès à la NASA quand j'aurai un cancer. Bon, tout ça, ça se gère, mais il faut savoir qu'on ne peut pas se protéger des radiations les plus énergétiques, qui sont les radiations galactiques. Oui. Il faudrait 1 mètre de bouclier pour se protéger, c'est totalement inimaginable. C'est trop lourd. Donc il y aura des doses qui vont s'accumuler. Et puis il y a les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, ça c'est sur alerte. C'est-à-dire qu'il y aura probablement un compteur Gégère dans le véhicule. Et si une éruption atteint le véhicule, il y aura une zone avec un bouclier un peu renforcé. Et ils vont y rester, là encore, 1 ou 2 jours. Le temps que l'irradiation passe. Et ça dure typiquement 1 ou 2 jours. Voilà. Mais de toute façon, ils auront des doses importantes. Alors, tous ces défis auxquels on est obligé de réfléchir, qu'on est obligé d'anticiper, ça crée quand même une émulation scientifique, technologique. Michel Courtois, donc il y a un véritable bénéfice à toutes ces missions vers Mars pour l'industrie et la science ici sur Terre. Alors pour l'industrie, c'est sûrement vrai, puisque les défis, c'est des challenges qui sont très compliqués. Donc ça suscite une compétition et pas mal d'innovation. Au niveau scientifique, je ne sais pas, à part voir comment l'homme se comporte, je ne vois pas bien l'intérêt scientifique de l'affaire, puisque déjà, explorer Mars, c'est compliqué, il faudra retourner l'échantillon, ça c'est encore une manip aussi qui est en préparation depuis plusieurs années. Moi j'avais travaillé là-dessus en 1995 avec le JPL. Pour 2030, je précise. Donc c'est des missions très très compliquées effectivement. Là même le retour d'échantillon automatique, c'est avec à l'époque c'était une petite fusée solide, on tirait vertical, puis on tournait, on était en orbite un peu n'importe où, et puis il y avait une deuxième sonde qui venait, et puis avec des photographies d'étoiles, on essayait de trouver l'orbite, et puis on envoyait un nouveau véhicule pour aller faire le rendez-vous et capturer la capsule et la rentrer derrière sur la Terre. Donc c'est des défis techniques importants. Maintenant, au niveau scientifique, moi à part de voir les conditions de vie et comment l'être humain s'adapte, réagit, etc. dans cet environnement, j'ai des difficultés pour comprendre l'intérêt de l'homme dans l'espace, à part la volonté politique d'être présent et dire j'y suis allé, j'ai fait le truc, hein, c'est un peu Apollo, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Donc vous n'êtes pas particulièrement pressé de voir le résultat des analyses des échantillons qui rentreront en 2030 dans le cadre de la mission Mars Sample Return? Vous ne pensez pas qu'ils apporteront des réponses à des questions scientifiques? Peut-être, à condition qu'on soit clair pour ne pas polluer l'endroit avec l'être humain, puisque dès que l'être humain va aller quelque part, le premier truc qu'il va faire, c'est polluer. Donc il faudra être extrêmement prudent. Là, actuellement, on fait beaucoup de ce qu'on appelle la protection planétaire. Il y a extrêmement de précautions qui sont prises pour éviter de transporter des bactéries, des choses comme ça. Une fois que l'être humain sera là-bas, ça sera beaucoup plus compliqué. Hein. Donc je ne sais pas bien. Moi, franchement, c'est l'objectif, ingénierie et industriel, ça je sens bien. Les objectifs politiques, on voit bien, mais c'est quand même le leadership américain, il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Ce n'est pas les Européens qui sont en tête de tout ça, pour les mineurs là-dedans. Après ça, l'objectif scientifique, peut-être que Francis a des idées plus précises. La grande question actuellement, c'est comment évoluer Mars au niveau de l'eau, au niveau de l'atmosphère, au niveau de tout ça, comment évolue la planète pour voir si on peut en tirer des leçons à la fois sur la formation du système solaire et puis sur l'évolution de la Terre. Mais à part ça, je ne sais pas bien. Francis, vous voulez réagir peut-être? Oui, non, et Michel dit vrai, l'objectif de l'homme sur Mars n'est en aucun cas un objectif scientifique. Le retour d'échantillons martiens automatiques qui est en cours actuellement, et d'ailleurs ce qu'a décrit Michel est toujours valable avec un décollage depuis Mars, un rendez-vous en orbite, etc. Et un retour en 2030. Ça c'est d'une importance scientifique capitale puisque c'est grâce à ces échantillons qu'on va avoir peut-être, on l'espère,
des preuves d'une vie ancienne sur Mars. Mais l'homme sur Mars n'est pas une mission à caractère scientifique. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont explorer au sens où ils vont se véhiculer avec un véhicule pressurisé pour aller repérer des endroits à droite à gauche. Vous savez, Apollo, c'était pareil. C'est-à-dire que la science n'était pas le moteur. Après, sur Apollo, ils se sont mis des cailloux dans les poches. Ils ont ramené des échantillons. Ça a été un retour scientifique fabuleux. Fabuleux. Donc, bien évidemment, l'homme sur Mars le fera. Michel a bien souligné qu'il y avait un problème quand même de pollution, parce que l'homme n'est pas stérile. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait pour Persévérance, qui est actuellement le rover qui vient d'arriver sur Mars, on est plus propre qu'en chirurgie au point de vue pollution. Donc, on est extrêmement propre pour éviter de polluer la planète. L'homme ne sera absolument pas. D'ailleurs, les règles de protection planétaire vont être modifiées pour être compatibles de l'homme sur Mars. C'est vous dire qu'en fait, il y a un problème quand même. J'ai découvert récemment que la navette qui avait embarqué les astronautes en direction de la Lune pour la mission Apollo tournait encore autour de la Lune. Alors, Une partie je n'y crois pas du tout. D'accord. Pourquoi ? Parce que les orbites lunaires ne sont pas stables. En fait, si vous laissez un satellite sur une orbite, typiquement, et c'est ce qu'on observe, typiquement au bout d'un an, l'orbite va pomper, c'est-à-dire que d'une orbite circulaire, elle va devenir elliptique, et le point le plus proche va se rapprocher jusqu'à toucher la surface, c'est le crash. Donc typiquement, en un an, si vous ne faites rien, en un an, vous crachez. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait des véhicules d'Apollo qui tournent autour de la Lune actuellement. Ça me paraît pas crédible. On parle de véhicules d'exploration qui, là, auraient peut-être une valeur scientifique plus importante que d'envoyer des hommes sur Mars. Alors, cette année, on a vu le rover Persévérance rejoindre la planète Mars. On a vu le rover chinois. On a vu la sonde Hope des Émirats Arabes Unis. Et on n'a pas vu le rover européen. Pourquoi ? Alors, ExoMars, c'est la mission ExoMars. ExoMars, oui, qui devait partir en 2020 et qui, aujourd'hui, est prévu pour 2022. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés techniques pour sa mise au point. C'est une mission qui est européano-russe et on a des difficultés pour travailler avec les Russes. Il faut bien dire les choses. Et donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, veut absolument que la façon de faire soit parfaitement satisfaisante sur le plan technique. Or, il y a encore des points qui posent problème. Il y a eu le problème des parachutes qui visiblement s'abîment au moment de l'extraction. C'est un problème compliqué. Il y a eu plusieurs tests. Je pense que ce problème va être résolu. Mais le problème, c'est que le calendrier devient de plus en plus serré. On a raté la fenêtre cet été. La prochaine, c'est quand ? Non, on n'a pas l'été dernier, l'été d'avant, de 2020. Voilà, donc on part à l'automne 2022. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir partir ? J'espère qu'on va pouvoir partir. Il y a encore des problèmes sur la propulsion, donc l'électronique de commande de l'engin qui va se poser, qui est russe. Et donc là, il faut absolument que les tests soient satisfaisants selon les normes spatiales classiques. Et là, on se heurte un petit peu à des différences culturelles, la façon dont on travaille les Russes et la façon dont on travaille l'ESA. C'est pas exactement la même. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les Russes. Ça fait longtemps, oui. Je dirais que les Russes ont eu leur heure de gloire dans les années 70, 80, 90. Depuis les années 90, en exploration planétaire, ils n'ont pas fait grand-chose. Ou ce qu'ils ont fait n'a pas bien marché. Phobos Grunt n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Donc c'est un peu inquiétant. Et aujourd'hui, il y a encore un espoir de partir en 2022. J'espère qu'on partira en 2022. Alors, on va parler budget. Une mission comme Mars Sample Return pour ramener des échantillons, c'est entre 5 et 10 milliards. Une mission pour envoyer des hommes sur Mars, est-ce qu'on peut l'estimer, Michel Courtois ? C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous avez vu ne serait-ce que les hésitations sur les scénarios, puisque si on compte pour aller sur Mars, aussi les opérations pour aller sur la Lune, il y a des chiffres qui circulent, 400, 500 milliards, mais sur 30 ans, 40 ans, c'est très très difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que d'abord les programmes américains ont été poussés, puis arrêtés, puis redémarrés, puis arrêtés.
Le lanceur SLS, là, qui est censé faire une partie du travail, il n'est pas encore été tiré, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'il est repoussé. Je ne sais pas si l'origine elle est que technique, ou s'il n'est pas aussi sur des modes de financement. Hein, il y a vraiment beaucoup de difficultés là-dessus. C'est une affaire extrêmement chère. Apollo, c'était très cher. Hein, ça représentait, je crois, jusqu'à 10 ou 15% du PIB américain. C'était gigantesque, mais là c'est un autre ordre de grandeur. Alors c'est peut-être plus long aussi, hein, on n'est peut-être pas serré dans le planning de la même façon. Il y a plusieurs étapes. Et puis aller sur Mars, il y a, s'il faut mettre des bases automatiques avant pour préparer le vol pour un atterrissage, ça ajoutera encore la complexité et puis au coût. Donc il faut quand même rappeler que ce n'est pas rentable, ces missions-là, vers Mars. Il n'y a pas de recette. Le but n'est pas d'être rentable. Hein, donc qui va les industriels qui vont là-dessus, ils y vont payés par les gouvernements. Il ne faut pas faire d'illusions. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de clients sur Mars. Hein. Et vous ne pensez pas que ces nouveaux acteurs privés, ils peuvent changer un peu ce modèle économique? Oui, mais pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait un client. Oui. Le client, c'est la NASA. Alors, à part les États. Hein. Oui. Actuellement, il y a la NASA qui a changé son mode de travail avec le privé dans cette relation public-privé. C'est-à-dire que la NASA achète un service. Et notamment la desserte de l'ISS, SpaceX se fait payer quand elle amène 4 astronautes sur l'ISS. Mais la capsule Crew Dragon reste la propriété de SpaceX. Et donc, il y a une part de risque qui est prise par l'industrie privée. Et c'est le même schéma qui est en train de se mettre en place avec des difficultés pour le véhicule d'atterrissage lunaire, qui aujourd'hui fait l'objet de litiges de la part de Jeff Bezos, qui n'est pas content parce qu'il n'est pas sélectionné. Je viens d'apprendre, pas plus tard qu'hier, que le Congrès américain ne va probablement pas allouer, le processus est en cours, le budget supplémentaire qui permettrait de mettre en compétition Jeff Bezos et Elon Musk, ce qui serait quelque part un peu plus sain, c'est ce que réclame Jeff Bezos, mais budgétairement, ça nécessite une grosse augmentation de 2 ou 3 milliards. Est-ce que le Congrès va les allouer tout de suite, là, pour 2022, ou pas? Dans le processus actuel, pour l'instant, la démarche est plutôt négative. Donc on voit arriver ces nouveaux litiges, ces nouveaux sujets autour des budgets avec ces nouveaux acteurs privés. Oui, ça c'est nouveau. Les litiges, les procès, on n'avait pas vu ça auparavant. L'industrie privée est très puissante. Enfin, SpaceX est quand même très, très puissant. Puis Jeff Bezos également. Donc, on est dans un schéma qui est un peu nouveau. Et la NASA ne peut pas, quand il y a un procès ou qu'il y a un début de litige judiciaire, eh bien, tout est arrêté. Les activités sont stoppées. SpaceX doit lever le crayon, comme on dit. Et on devrait avoir une décision en octobre. On va suivre cette affaire avec attention, car la Lune, c'est la première étape pour l'exploration vers Mars. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin sur ce sujet, mais on en reparlera sur Smart Space. Merci Francis Rocard d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous, Michel Courtois, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite sur Bismart avec votre émission Smart Tech dès lundi.